Merci. On va continuer. On va quitter un petit peu le monde des protéines et des bactéries pour aller vers le monde des végétaux maintenant. Mais donc, toujours solution inspirée par la nature, mais là vraiment solution naturelle que vont nous présenter donc Marie-Odile Simoneau et Baptiste Lobby. Donc Marie-Odile est professeure à l'Université de Lorraine. Baptiste est maître de conférence à l'Université de Lorraine aussi, et tous les deux, donc, ils ont beaucoup travaillé sur ce qu'ils appellent l'agromine, donc la récupération de métaux qui sont dans les sols par des plantes afin de les valoriser par hydrométallurgie. Donc, vous avez prévu une présentation en duo. On vous laisse jouer. À vous, merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc effectivement, ce sujet nous passionne depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc les recherches sont effectuées pour la plus grande partie donc au LRGP à Nancy, mais comme nous allons le voir aussi en collaboration avec de nombreux collègues d'autres disciplines et d'autres laboratoires. J'attends que mon petit voisin, voilà, passe la slide, merci. Donc, nous allons parler d'abord, je vais faire, d'accord. Nous allons parler d'abord de ces plantes, qui sont vraiment des plantes particulières, et des contextes, voir dans quel contexte on les applique pour la dépollution et ou pour la valorisation. Après, nous verrons les différents schémas généraux de valorisation pour arriver à la compréhension et à l'optimisation des procédés hydrométallurgiques. Et enfin, un point qui nous tient beaucoup à cœur en génie des procédés, c'est l'analyse environnementale des procédés. Alors, les plantes hyperaccumulatrices, ce sont des plantes que nous qualifions souvent d'extraordinaires, qui sont capables de prélever dans les sols et de stocker dans leurs tissus des concentrations anormalement élevées en métaux. Il faut savoir que dans l'ensemble, les plantes n'aiment pas les métaux. Les plantes ordinaires, si un sol contient des métaux inhabituels, elles ne se développent pas, à moins d'être des plantes indicatrices. Par exemple, si on a du plomb dans le sol, on aura certaines plantes qui révéleront la présence de plomb. Mais ces plantes hyperaccumulatrices, c'est quelque chose de plus. Elles sont vraiment capables d'aller chercher les métaux dans les sols et de les transporter jusqu'à leur partie aérienne, les fleurs et les feuilles, et de les stocker. Donc ici, vous voyez un tableau avec différents seuils d'hyperaccumulation. Alors ces seuils d'hyperaccumulation, ils sont définis à un moment par des botanistes et puis ils sont susceptibles d'évoluer en fonction des plantes qui sont découvertes. Alors si on commence par l'aluminium, en rose, là vous avez une image de Qualéa rosea qui est un arbre que l'on trouve par exemple en Guyane. Pour le cadmium et le zinc, vous avez Nochea cerulescens, qui est vraiment la plante euh, bien connue pour ce domaine-là, et puis Sedum aussi, euh, qui accumule ces métaux. Pour le nickel, c'est notre petit chouchou. Il existe plus de 500 espèces de plantes qui sont capables d'hyperaccumuler le nickel. Là, vous en avez deux exemples. Une brassicacée, donc de la famille du colza, Odontarena calcidica, et puis un arbuste de la famille des rosacées, Philanthus rufus chenei, qui pousse, lui, en Malaisie, alors qu'Odontarena pousse dans des climats tempérés. Et puis, nous avons aussi des accumulateurs de terres rares, en particulier la fougère, Dicranopteris linearis, qui pousse notamment en Chine du Sud. Tout à l'heure, Anne Gwenel parlait d'approche pluridisciplinaire. Pour nous, c'est exactement la même chose, puisque nous travaillons avec des spécialistes de différentes disciplines. Alors, je vous disais qu'on avait plus de 500 espèces de plantes capables d'hyperaccumuler le nickel. Eh bien, cela, c'est dû à la présence sur la planète de sols ultramafiques, c'est-à-dire de sols, on va dire, anormalement riches en nickel, dérivés de roches ultramafiques, qui couvrent plus de 3% de la surface terrestre. Alors, en France, nous en avons un petit peu, nous en avons en Corse totalement, nous en avons dans le Massif central, un peu dans les Vosges, mais pas beaucoup quand même par rapport à d'autres pays. On voit qu'il y en a beaucoup, par exemple, dans les Balkans et en Asie, etc. Nous travaillons également donc avec des spécialistes, évidemment des plantes, des botanistes. La découverte des hyperaccumulateurs se fait par des enquêtes botaniques sur le terrain et aussi par des enquêtes sur herbier, avec l'analyse, par exemple par XRF portable,
de plantes sèches qui se trouvent dans les herbiers, donc une méthode non destructive. Et puis, nous pouvons parler aussi de la visualisation de la distribution élémentaire des métaux dans les plantes. Ce que vous voyez comme image là, c'est une image prise au synchrotron, hein, où on voit très clairement la distribution du nickel, du cobalt et du calcium dans les organes d'une plante. Certains collègues s'intéressent à la physiologie des plantes, bien sûr, et au transport, au mode de transport des métaux depuis les racines vers les parties aériennes. Et puis d'autres s'intéressent à la biologie moléculaire, à la génétique, au rôle des micro-organismes, et puis évidemment au développement de procédés agronomiques. Alors, voyez ce livre-là qui est en bas à droite, il fait le point, bon, la deuxième édition date de 2021, il fait le point des connaissances actuelles sur ce sujet, même si c'est un sujet qui plaît beaucoup et que les connaissances évoluent. Moi, j'ai plein de messages sur mon truc, là, mais c'est pas grave. Voilà. Si on passe maintenant au contexte d'application, ils peuvent être différents. Alors, on peut déjà s'intéresser à la dépollution des sols, hein. Ces plantes vont nous aider à extraire des polluants, que ce soit des métalloïdes ou des métaux, qui sont contenus dans des sols industriels, agricoles, miniers, militaires, et ils vont permettre de dépolluer des grandes surfaces, parce qu'il n'existe pas une grande variété de méthodes pour dépolluer des sols contaminés par des métaux. Alors évidemment, si on a besoin du terrain tout de suite, hein, s'il y a une forte pression foncière, il vaudra mieux excaver et aller mettre en centre de stockage. Avec les plantes, c'est beaucoup plus long que cela, mais on ne peut pas excaver toute la planète et on ne peut pas excaver en particulier les grandes surfaces agricoles. En ce moment, vous savez très bien que nous avons l'exemple du cadmium qui contamine les sols agricoles, qui contamine aussi les sols de fermes solaires, parce que vous voyez, d'un côté, c'est vertueux de mettre des panneaux solaires, mais d'un autre côté, lorsque ces panneaux peuvent, sous l'effet des précipitations, libérer du cadmium qui se retrouve dans les sols. Et puis, avec les plantes hyperaccumulatrices, on peut aussi envisager des co-cultures avec des plantes édibles. Donc, le cadmium, par exemple, pose un gros problème pour la culture du riz en Chine. Eh bien, on peut tout à fait mettre des plantes hyperaccumulatrices de cadmium parmi les autres plantes. Ces cultures servent aussi à végétaliser. Vous voyez une ancienne mine de terre rare en Chine. Alors ça, c'était son état il y a quelques années. Depuis, elle a été végétalisée. Donc, on a le double aspect dépollué et végétalisé. En haut à droite, vous avez un autre type d'application qui est le traitement de déchets dangereux contenant des métaux, donc typiquement des bouts de procédés, par exemple des bouts de cataphorèse. Mais en fait, c'est possible, mais c'est difficile en raison d'une part de la multicontamination et d'autre part de concentration élevée en métaux. Et puis en bas à droite, vous voyez la valorisation d'un élément. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'agromine, hein, et le titre du livre, c'était Farming for Metals. Donc c'est véritablement cultiver des plantes pour récolter des métaux. Donc, vous voyez à gauche une culture qui se trouve dans les Balkans de cette plante, Odontarena calcidica, qui permet de récupérer à peu près 150 kg de nickel par hectare. Comme vous n'êtes pas agronome, je rappelle qu'un hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres. Et ces plantes, donc on travaille dessus, Baptiste va vous en parler, hein, on les transforme et on arrive à des produits. Et ici, vous avez des exemples d'applications qui sont la coloration du métal, la coloration du verre ou du cristal à l'aide d'oxyde de nickel provenant de ces plantes. Voilà. Ici, deux autres exemples d'applications, cette fois-ci plus liés à la dépollution. Je parlais tout à l'heure de sols agricoles qui contiennent du cadmium. Dans l'exemple qui est à gauche, il s'agit de sols qui se trouvent dans les Hauts-de-France qui sont contaminés au cadmium et au zinc, sur lesquels ont été installées des cultures de Nochea cerulescens. Donc, un procédé a été développé pour valoriser le zinc et puis aussi se débarrasser du cadmium, parce qu'une fois qu'on a la biomasse contaminée, il faut bien aussi arriver à soit on peut la valoriser, soit il faut se débarrasser d'un métal qui est toxique comme le cadmium. Donc là, on a développé par exemple un procédé de cémentation qui nous a permis de récupérer d'un côté le zinc, de l'autre côté le cadmium. Et puis plus récemment,
sur un sol contaminé en zinc, mais qui ne contenait pas de cadmium ou peu de cadmium et sur lesquels les plantes étaient plus sélectives au zinc, on a développé un autre procédé qui permet de valoriser cette fois-ci le zinc. Dans tous les cas, le travail commence par la caractérisation. Alors, je n'ai pas écrit des sols, j'aurais pu l'ajouter, hein, mais des sols, des plantes, des cendres, des solutions, la compréhension des processus physico-chimiques qui se produisent, et puis ce qui permet une sélection d'opérations de séparation adaptées à la situation, l'optimisation de la filière, et puis l'analyse environnementale, et dans certains cas, l'analyse technico-économique. Alors la plante, justement, on peut la voir comme une opération unitaire du génie des procédés, hein, une opération qui va permettre la concentration d'une part et la séparation en cas de plante qui soit suffisamment sélective à une espèce. Sur le tableau qui est en bas, vous voyez les concentrations typiques là, sur l'exemple du nickel, qui nous donnent les domaines d'intervention entre guillemets de l'hydrométallurgie et de la pyrométallurgie. Et puis on voit que les sols qui contiennent du nickel ont des concentrations un petit peu trop faibles pour être traités directement, de même que les résidus miniers. En revanche, les plantes arrivent au niveau des traitements en pyrométallurgie, à l'instar des minerais sulfurés. Et si on brûle les plantes pour obtenir des cendres, ou si on fait des pré-traitements, là, vous voyez qu'on atteint des concentrations en nickel de l'ordre de 20%, 15-20%, ce qui est considérable. Et à ce moment-là, on a un véritable, ce qu'on appelle un biominerai. Et justement, cela fait le lien avec cette partie-là. On parle de solutions naturelles, alors c'est clair, hein, les plantes, c'est une solution naturelle. Ce sont des biomasses certes naturelles, mais quand même considérées comme dangereuses. Là, on a un petit souci, c'est qu'on a un vide juridique. Alors, grâce à nos travaux et puis au dialogue qu'on a pu avoir avec le ministère, il y a un article dans la loi AGEC promulguée en 2020 qui, donc, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d'un cadre réglementaire adapté. Et donc, il y a eu un rapport de l'Inspection générale de l'écologie et du développement durable en 2023 qui dit que les plantes qui ont accumulé des métaux pourraient être regardées comme des déchets s'il s'agit de dépollution, mais plutôt comme des ressources, hein, et non pas comme des déchets. C'est important pour nous que ce ne soit pas vu comme des déchets dans le cas de l'agromine. Les textes toxicologiques ont bien montré que la biomasse entrait dans la catégorie des matières dangereuses pour l'environnement, ce qui a des impacts directs sur la filière, puisque le transport doit être soumis à autorisation de transport de substances dangereuses et la combustion doit être effectuée dans un incinérateur et non pas dans une chaudière à biomasse classique. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose de particulier à cette filière. Et maintenant, je vais donner la parole à Voilà, donc Baptiste. bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les schémas généraux de valorisation. Donc, en fait, il y en a actuellement 3 qui sont en cours de développement. Le premier schéma qui est la pyrométallurgie. Alors, on ne va pas détailler forcément beaucoup, mais sachez qu'il y a une entreprise donc, qui a été créée par un lien entre la société Aperam et puis une start-up qu'on a créée ici, qui a pour but donc de valoriser les cendres directement par pyrométallurgie, hein, dans un four. Alors, dans les images, voilà. Donc, sur la plateforme d'Isberg dans le Pas-de-Calais. L'objectif, là, ça va être de fabriquer du ferro-nickel directement à partir donc des cendres d'hyperaccumulateurs. Vous pouvez voir tout en bas une photo donc du ferro-nickel produit sur les essais pilotes. Donc, j'en dis pas plus. Le deuxième schéma qu'on peut utiliser pour valoriser la biomasse, c'est une extraction directe. Donc, c'est-à-dire on va venir appauvrir la plante en la mettant en contact avec des solutions aqueuses. Donc, directement, hein, c'est la biomasse directe. Et ensuite, notre travail, ça va être d'essayer de séparer, de purifier cette solution. Donc, on a choisi 2 volets, hein, soit la précipitation sélective, soit l'adsorption sur résine pour obtenir finalement des sels ou des oxydes métalliques. Donc ça, c'est joli sur le papier. Baptiste, excuse-moi, est-ce que tu peux juste rallumer ta caméra parce qu'on te voit pas, ce serait mieux. Alors moi, j'ai ma Moi, ça me l'a caméra, éteint. moi je la vois, la Ah. mienne. Ça me l'a éteint tout seul.
C'est bon là? Oui, oui, moi je te vois bien Ah, depuis. pardon. Ah, bah, désolé, alors c'est moi qui c'est ma config. Ouais, désolé. Oh, pardon. Donc, je disais donc directement de la plante sèche. Donc ça, c'est assez séduisant comme technique, mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand on extrait le métal, on extrait également de la matière organique en solution, et cette matière organique, elle complexe le métal en solution. Et tout l'enjeu des procédés hydrométallurgiques, ça va être de réussir à justement décomplexer et à en faire quelque chose, ensuite un précipité ou adsorber ce métal depuis la matière organique. Alors, on a fait deux cas, un sur les terres rares avec la fougère où vous a montré Marie-Odile. En fait, on se rend compte que les complexants de la matière organique sont très très forts et que en fait c'est pas si simple que ça derrière d'obtenir un produit ou de faire des opérations hydrométallurgiques classiques. Donc dans ce cas-là, on avait utilisé de l'EDTA comme co-extractant pour augmenter le rendement et on a précipité les terres rares à l'oxalate. Donc on a fait tout un travail de simulation d'équilibre en solution pour retrouver la fenêtre de pH sur lequel on pouvait effectivement précipiter les oxalates de terre rares. Donc ça a plutôt bien marché. Donc on y arrive, hein, mais parce qu'on est sur des constantes de stabilité qui sont plus élevées que celles avec la matière organique. On l'a fait aussi sur le nickel, donc avec cette brassicacée. En fait, là, on a pu déterminer que la constante était proche, enfin le logarithme était proche de 8, et on a essayé plein de techniques de précipitation, et finalement, il y a rien de vraiment séduisant. La seule chose qu'on a réussi à faire, c'est adsorber donc le nickel sur une résine avec ce groupement particulier bispicolilamine dont je vous reparlerai plus tard. Et ça a plutôt bien marché puisque du coup la constante de complexation est bien plus élevée que celle de la matière organique. Donc on a obtenu des très bons taux d'extraction, des très bons rendements de purification de cette solution, même si on a de la contamination de la résine avec de la matière organique. Voilà, donc ça, c'est depuis la biomasse. Et le dernier schéma, ça va être depuis les cendres. Donc là, on fait une étape de combustion, on vient brûler, obtenir une cendre. On va laver généralement cette cendre parce que le potassium est facilement lavable. Et ensuite, en fonction du métal et de la cendre qu'on a, on va venir faire des lixiviations acide-basique. Et puis, toujours la même chose. Après, essayer de précipiter de façon simple un produit et ou de l'adsorber. Donc, on a développé plein de procédés sur le nickel, les terres rares, le zinc, l'aluminium que vous pouvez voir là. Donc, il y a des chiffres avec parfois des très bonnes puretés, des très bons rendements ou des rendements un petit peu moins bons, hein. On est parfois un peu moins sélectif. Mais en fait, donc ça marche. Mais l'objectif n'est pas forcément là dans nos travaux de recherche. Ça va être aussi plutôt de comprendre les mécanismes qui influencent ces rendements-là. Et puis aussi de mettre en phase avec des impuretés qui sont largement acceptables par le milieu industriel. Donc, parfois, on n'a pas forcément des très bonnes puretés, mais une impureté qui n'est pas embêtante pour les procédés ensuite aval. Donc, on commence évidemment par la cendre. Alors là, je vous ai mis quelques photos pour vous montrer qu'en fait, une cendre, ça représente plein de choses différentes. Vous avez donc tout à gauche les cendres d'Ontarena calcidica, je vais y arriver, avec plus ou moins de traitements en fonction des températures de combustion. Donc, en fait, on a quelque chose qui n'est pas forcément homogène. Et encore, là, on est dans un four de laboratoire. Donc, vous imaginez, quand on passe à l'échelle industrielle, on a en plus les phénomènes d'un brûlé, on a des phénomènes de fritage, aussi de formation de mâche fer qui peuvent arriver. La photo avec la cendre bleue qui est assez extraordinaire, c'est une cendre directement produite à partir d'un hyperaccumulateur de manganèse, donc qui est Phytolacca americana. Donc, vous voyez, à 900 degrés, elle sort bleue, et si on la lave, elle devient rose, hein, du fait du manganèse. Et puis, vous avez en bas une cendre à l'aluminium, où là, vous pouvez avoir, donc qui est parfaitement blanche, là, un Qualea rosea, qui est cet arbre, et celle-ci, elle contient jusqu'à 30% en masse d'aluminium, donc des très très fortes concentrations. Alors, au niveau de la granulométrie, en fait, on a
au laboratoire quelque chose qui est plutôt monomodal, donc assez bien réparti, même si vous pouvez voir qu'en fait, sur les diamètres moyens, on a des choses très variées en fonction du type de plante, hein. On est inférieur à la centaine de micromètres et supérieur à 300 micromètres dans le cas du nickel et des terres rares, hein. Donc des choses quand même qui sont très variées. Et si on va un peu plus loin dans la caractérisation de la cristallinité, vous voyez que parfois on a des cendres excessivement bien cristallisées, comme c'est le cas pour notre hyperaccumulateur de nickel, mais d'autres fois, en fait, on a quelque chose de complètement amorphe, hein, voilà, on dirait un verre, mais je ne sais pas si c'est la bonne définition, mais qui est totalement amorphe dans le cas des plantes aux terres rares. Donc ça s'explique par la très grande quantité de silicium dans cette plante-là. Et c'est quelque chose qui est complètement résistant à l'attaque acide. Donc on ne peut pas dissoudre ce verre par attaque acide, même dans de très fortes concentrations. Donc ça nous limite directement un procédé. Alors, on a réalisé avec Laurent des modélisations thermodynamiques et le logiciel FactSage. Là, l'idée, c'était de comprendre et d'essayer d'anticiper en fait la composition de la cendre à partir de la composition de la biomasse, donc par l'expérimental et par la modélisation. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui fonctionnent plutôt très bien. Et l'intérêt de ce travail-là au niveau industriel, c'est déjà de pouvoir anticiper donc les émissions gazeuses que l'on va avoir. Il faut quand même savoir que les plantes, et particulièrement les herbacées, hein, sont très très riches en chlorure généralement, donc avec des forts problèmes de corrosion que l'on peut avoir à l'échelle industrielle. Alors, la deuxième étape, une fois qu'on a la cendre, ça va être de la lixivier. Donc, classiquement, ce que l'on fait, c'est des plans d'expérience ici au laboratoire. Donc, je vous ai mis quelques exemples où on va étudier différentes concentrations pour voir les surfaces de réponse, différentes températures, ça veut être différentes conditions. Alors, ce qui est intéressant avec ces plans d'expérience, c'est que l'on arrive à déterminer les conditions optimales d'extraction, mais on peut, donc généralement, hein, plus on va dans les conditions un peu dures, mieux ça marche. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire, comme vous le voyez sur celui de gauche, qu'on peut aussi déterminer ce qu'on a appelé une désirabilité, c'est-à-dire aussi pas seulement un taux d'extraction, mais des rapports d'extraction entre différents éléments pour maximiser l'un par rapport à l'autre. En milieu acide sulfurique, on a beaucoup travaillé sur ce milieu sulfurique parce que généralement, il nous facilite. Donc déjà, c'est un acide qui est voilà, largement utilisé, mais il nous facilite aussi les choses parce qu'il permet de précipiter le calcium fortement présent dans les cendres. Donc, on a fait tout un travail d'études des phénomènes limitants par rapport à la cendre pour voir justement, pour déterminer que c'était bien des diffusions internes qui menaient la lixiviation. On a déterminé des énergies d'activation. Et ce que vous pouvez voir là, c'est aussi l'influence des conditions expérimentales et des rapports solides-liquides que l'on peut avoir avec plus ou moins de mécanismes de coprécipitation, enfin de précipitation de ce sulfate de calcium en surface des cendres et qui parfois empêchent complètement la lixiviation. Donc on a pu montrer qu'il y avait des couches de passivation importantes qui se faisaient et tout ça, ça va nous servir là dans une thèse qui commence maintenant, hein, là qui a commencé il y a même pas 2 mois, où l'objectif est de modéliser cette étape de lixiviation en prenant en compte, si possible, ces phénomènes de passivation, hein, avec l'objectif d'intégrer tout ça dans un schéma général de procédé, donc prendre en compte la spéciation des solutions à très forte concentration, et puis donc en utilisant Frixé et puis des modèles type Aspen pour le mettre dans un schéma de procédé. Et enfin, c'est la séparation et la purification. Alors, je vous montre juste quelques exemples, hein. Par exemple, sur le nickel avec une résine, hein, la Dowex M495, où on a utilisé ce groupe picolylamine que vous voyez ici. Et ce qui est intéressant, c'est que ce travail a permis donc de comprendre le mécanisme de séparation, hein, du nickel en solution, alors que c'est une résine qui est largement utilisée dans le domaine cobalt-nickel, mais dont le mécanisme n'était pas élucidé. Donc, ça nous a permis d'élucider ce mécanisme. Alors, on sait qu'on l'a élucidé parce qu'on a pu modéliser en solution avec un code
qu'on a ici, qui s'appelle le code impact, où on a pu prédire correctement, comme vous pouvez le voir sur ces graphiques, ben, les comportements qu'on avait, hein, et puis les adsorptions et les désorptions des éléments en solution. Voilà. Un autre exemple, c'est sur les terres rares. Eh bien là, le principe est un peu différent, où on va faire une lixiviation basique, hein, pour sortir le silicium et l'aluminium. Et puis ensuite, on va venir diminuer le pH de notre solide restant pour venir sélectivement dissoudre les terres rares. Donc ça, c'est une étude qui a été faite dans le cadre de la thèse de Bastien Jaly, où on peut voir justement, on essaie de voir s'il y a une certaine sélectivité de dissolution des terres rares par rapport aux autres éléments classiquement présents dans la cendre, donc type magnésium et calcium. Et puis, ça nous a permis aussi de déterminer les conditions idéales de précipitation sous forme de carbonate des terres rares. Et puis, on a mis en place aussi toute une partie de vieillissement de ces solides, hein, pour obtenir des très bonnes puretés. Donc, un procédé relativement simple, hein, qui consiste en une combustion, en une lixiviation basique, puis une lixiviation acide et enfin juste une précipitation avec des très bons rendements et des très bonnes puretés. Alors, ce qui nous tient particulièrement à cœur dans l'équipe, c'est évidemment les aspects analyse environnementale. Donc, ça commence toujours par une ACV qui nous permet de voir les points chauds que l'on peut avoir sur tout le procédé. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, c'est la culture qui représente le plus d'impact environnemental, que l'impact environnemental est plus faible qu'un procédé classique si on récupère l'énergie lors de la combustion, et puis qu'on va avoir des effets assez importants sur les aspects cancérigènes, parce qu'on va venir éliminer une partie des métaux du sol. Alors ça, c'est bien, mais sauf qu'en fait, ça se fait souvent à rebours. Ça demande de bien connaître les procédés, si possible de les monter en échelle. Et on a choisi un autre paramètre, qui est le facteur environnemental, qui est issu de la chimie verte, hein, qui correspond à la masse de déchets produits sur la masse de produits obtenus, donc produits désirés obtenus, pour essayer un peu de gérer nos procédés au quotidien, pour voir un peu ce que l'on faisait. Et donc, on l'a fait sur le procédé de terres rares, donc avec 2 procédés différents directement à partir de la biomasse, ou alors en passant par une phase de combustion. Et vous voyez qu'on a des facteurs qui sont quand même assez élevés, hein, plus de 700 pour le premier, on arrive à le descendre à 200, donc c'est-à-dire qu'on produit 200 kilos de déchets par kilo de terres rares produites, de carbonate de terres rares produites. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, quand on extrait une tonne de nickel, on fait déjà 100 tonnes de déchets, hein. Donc, on est déjà à un facteur de 100 tonnes rien que par la terre, hein, par le minerai que l'on a. Alors, ce qui est intéressant avec ces études-là, c'est que ça nous permet aussi de connaître la concentration minimale qu'il faut avoir dans une plante pour arriver à avoir un procédé à peu près rentable. Et vous voyez que là, on est aux alentours de 2, et en sachant que la plante que l'on a étudiée est supérieure à ça. Donc, en fait, les procédés pourraient être rentables à plus grande échelle. Alors, si on zoome sur la CV, on voit qu'en fait, là, je vous ai mis juste les impacts liés à l'utilisation, à la transformation de la biomasse, et on se rend compte que c'est la phase de lixiviation qui est la plus impactante, hein, qui a le plus d'impact. Donc, tout l'objectif on est en train de développer tout un travail pour limiter l'impact de cette phase de lixiviation. Alors, si on regarde concrètement ce qui se passe, en fait, quand on met de l'acide, on va d'abord neutraliser la cendre, donc on va consommer une certaine quantité pour neutraliser la cendre. Ensuite, on va consommer pour faire la lixiviation, et tout le reste, c'est de l'excès. En fait, on l'a calculé, on a à peu près 60% d'acide qui est en excès, et cet acide, eh bien, l'intérêt, ça va être de le recycler, de le réutiliser. Alors pour ça, on a mis en place plusieurs stratégies. Soit on fait des lixiviations successives, c'est-à-dire que je vais réutiliser mon lixivia pour refaire une nouvelle lixiviation, en sachant évidemment qu'à un moment, on ne peut plus le faire parce qu'on va obtenir du nickel qui va précipiter dans notre sang. Donc voilà. Mais ça nous permet à peu près d'avoir un gain de 30% en acide. Ce que l'on peut faire également, et ce que l'on a fait, c'est d'utiliser des séparations membranaires pour recycler cet acide en hydrométallurgie. Alors, dit comme ça paraît simple, mais ça nous a occupé quand même une thèse globalement, la thèse de Thomas Porquédu, parce qu'en fait, il a fallu développer l'outil d'abord de prédiction et de modélisation de la nanofiltration
quand on a des forces ioniques très élevées. Donc, ça nous a demandé de coupler le FRIXC avec un code de modélisation donc, de la nanofiltration. Et vous pouvez voir ici des résultats donc, de points expérimentaux sur des taux de rejet par la nanofiltration pour certains éléments présents dans notre lixivia, et ensuite les courbes de modélisation quand c'est plein, ça veut dire que c'est sans prise en compte de la spéciation, et en pointillé avec prise en compte de la spéciation dans notre solution, et on voit qu'on a largement amélioré les prédictions. Donc ça, une fois qu'on avait le modèle à peu près fixé, on a pu évidemment s'en servir pour évaluer les meilleures conditions pour réussir à recycler le plus possible d'acide. Donc ici, vous avez toutes les conditions qu'on a étudiées, une lixiviation simple à différentes concentrations, des lixiviations successives, donc on va reprendre le lixivia pour refaire une nouvelle lixiviation, tout ça à différentes concentrations, et puis en mettant en place le procédé de nanofiltration. Alors, il y a quatre lixivia différents qui ont été faits. C'est en fonction des forces ioniques différentes. Donc, c'est les mêmes lixivia, mais avec des forces ioniques différentes, donc par exemple par dilution. Et en fait, on se rend compte qu'on peut recycler jusqu'à 90% de l'acide recyclable. Et si vous regardez la dernière colonne où on a la quantité d'acide sulfurique utilisée par gramme de cendre traitée, en fait, on se rend compte qu'on peut largement abattre la quantité ça va nous permettre de diminuer fortement la quantité d'acide par ce recyclage, avec le meilleur qui est finalement pas la nanofiltration, mais qui est la lixiviation successive, où on arrive à descendre à 8,5 millimoles par gramme de cendre traitée. Alors, la nanofiltration permet de bien descendre ça, mais par derrière, on a aussi calculé ce facteur, et on voit que la nanofiltration permet aussi de largement diminuer le facteur environnemental, mais en fait, c'est la condition la plus concentrée qui nous permet de faire ça. Donc en fait, on a un peu un choix à faire entre une meilleure limitation de la quantité d'acide avec la nanofiltration la moins concentrée qui marche le mieux, mais par contre, en facteur environnemental, eh bien, c'est la plus concentrée qui marche le mieux, parce qu'on prend en compte aussi tous les effluents générés lors de cette opération-là. Et on a fait une petite étude économique, et en fait, il n'y a que 2 procédés qui peuvent être fiables actuellement. Donc, c'est la lixiviation successive ou la nanofiltration à très forte concentration, à très forte force ionique, même si elle marche moins bien au global. Alors, on a d'autres stratégies en cours, mais je vous les présenterai une prochaine fois. Voilà. Alors, ce qu'on essaie de faire pour terminer, c'est d'aller encore plus loin sur l'aspect environnemental. On essaie d'introduire des aspects low-tech. Alors, c'est assez compliqué encore. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on a des procédés de transformation donc, il faut bien s'imaginer que la filière agromine, ça va être la première étape faite par des agriculteurs. Donc, en fait, on aimerait pouvoir transformer le plus vite possible, proche du champ, la biomasse, si possible, donc, et particulièrement au milieu tropical, qui est en plus des conditions très isolées. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est justement d'évaluer la low technicité. Alors, c'est pas qu'une question environnementale, c'est aussi une question d'appropriation par les opérateurs, et puis aussi des facilités de maintenance, d'automatisation, etc. Voilà, donc on essaie d'introduire ça. Alors, c'est encore au balbutiement. On a essayé de faire une première grille par des critères, voilà, réduction de la consommation, de la consommation des ressources, les aspects appropriation, les aspects dépendance externe. Back to basis, ça veut dire retour aux sources. Alors, des fois, c'est un peu compliqué, mais d'arriver à faire des choses excessivement simples. Et on est en train de le comparer pour un procédé d'extraction directe, donc proche du champ, où on va soit ajouter de l'acide, soit pas ajouter de l'acide, en sachant que si on ajoute de l'acide, on a des meilleurs rendements. Donc là, on va être sur l'analyse multicritère, mais beaucoup plus large que l'ACV, donc l'analyse environnementale. Là, on va être vraiment sur la low technicité. Voilà, je repasse la main à Marie-Odile. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez vu, l'utilisation de plantes, ce n'est pas quelque chose de... c'est pas juste des petites fleurs comme ça, cela fonctionne effectivement d'une part pour la dépollution et d'autre part pour la production
de métaux, ou de composés à base de métaux. Mais évidemment, comme dans le cas précédent, dès lors que l'on travaille avec du vivant, les procédés métallurgiques doivent s'adapter aux compositions et aux variations qui sont imposées par les plantes. Nous avons aussi un travail à faire avec les agronomes pour essayer de développer les plantes les plus sélectives possibles euh, pour les métaux que l'on recherche. On a vu aussi que les défis de rentabilité et d'impact environnementaux étaient importants, mais néanmoins, ils ne constituent pas des verrous. Ils peuvent être aussi évidemment diminués. Et puis les perspectives à court terme, actuellement, nous travaillons sur le développement de procédés de gestion de biomasse riche en cadmium. Alors, dans le cadre d'un projet qui se passe en Polynésie française, on peut le dire, voilà, où des agronomes travaillent sur la dépollution de sites à l'aide de plantes. Mais une fois qu'on a des biomasses riches en cadmium, il faut bien essayer d'en faire quelque chose. On ne peut pas juste les mettre en stockage. Donc ça, c'est le travail de Joao, qui est un postdoc, qui était en thèse avant avec l'ENCA. Le développement d'une brique de modélisation de la lixiviation des cendres, Baptiste en a parlé, et le développement d'un pilote low-tech d'extraction directe du nickel dans des pays où il n'est pas possible d'installer des installations très complexes pour le récupérer. Voilà, donc nous tenons tous les deux à remercier très vivement nos collègues du LRGP, que ce soit des collègues chercheurs, enseignants-chercheurs, personnel d'appui à la recherche, postdoctorants, doctorants, et puis remercier évidemment tous les collègues des différentes disciplines, en particulier du laboratoire Sol et Environnement, le CERFAV aussi, qui est le centre d'études de recherche et de formation sur les arts verriers, avec qui on travaille sur la coloration des verres, le GISFI, le LabEx Ressources 21, Econic, c'est la start-up que l'on a créée, Botanical, et puis les financeurs de la recherche qui sont listés ici. Voilà, merci pour votre attention. Merci bien à vous deux pour cette très belle présentation. Du coup, LRGP, Laurent. Je me rends compte que j'ai écrit Laurent Casser au LRGP, je sais Que ça. j'avais signalé. Alors, c'est gentil de me remercier. Alors, si en plus vous me on mettez en au apprend tous les jours. LRGP, là, Le traître. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Si vous en avez, je vais quand même l'ouvrir déjà. Sinon, moi, j'ai une question déjà, un peu en lien avec la présentation de Catherine. À un moment, vous avez dit pour les terres rares, où il y a une très forte affinité des végétaux pour les terres rares. Alors, tu as donné des constantes de complexation, mais c'était pour le nickel. Donc, pour les terres rares, est-ce que vous avez une idée de l'ordre de grandeur des constantes de complexation? Et puis, deuxième question qui est liée, c'est au niveau fonctions chimiques qui sont responsables de la chélation des terres rares dans les plantes sur lesquelles vous avez travaillé. Est-ce que vous avez des informations? Tout de suite, on vient sur les chélateurs dans les plantes. Alors, c'est assez compliqué pour nous de répondre à ça. En gros, les travaux montrent que il semble que l'histidine soit impliqué dans pas mal de processus. Alors moi, je suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on fait une extraction dans l'eau, ensuite, on va remobiliser des choses qui sont pas forcément en contact dans la plante directement. En fait, on va extraire de la matière organique qui est soluble, plus les métaux. Donc, c'est pas forcément ça qui est ensemble dans la plante au départ. Donc voilà, on rebat les cartes en fait. Donc là, on a dans le cadre justement des biomasses riches en cadmium, on veut voir aussi effectivement les complexants dans les solutions. Après, nous, pour l'instant, on travaille pas trop enfin, c'est pas notre sujet de travailler sur les porteurs de métaux dans les plantes. Mais il y a une littérature, je suis pas très bien placé pour en parler parce que voilà, c'est un domaine quand même particulier, mais il y a une littérature effectivement de transporteurs, puis aussi d'électroneutralité dans la plante. Enfin, c'est assez compliqué, hein.
D'ailleurs, j'ai parlé du chlorure. C'est fortement probable qu'en fait, si on absorbe beaucoup, enfin, si les plantes absorbent beaucoup de métaux, des cations, eh ben, il faut compenser, quoi. Donc, voilà, il y a des choses. Mais bon, voilà. Après, je peux pas trop en dire plus. Il y a pas encore même des transporteurs clairement identifiés dans les plantes, c'est pas encore fait, Très quoi. bien. Oui, après, ok, merci. Après, peut-être Catherine aura quelque chose à rajouter, parce qu'il y a Lenka qui a aussi une question qui est quand même en lien avec tes deux exposés, savoir s'il y a des plantes hyperaccumulatrices d'uranium. Alors oui, il y en a. Et je sais aussi que certains collègues ont pu aller sur les sites de Tchernobyl, par exemple, mais c'est justement pour en identifier et pour travailler sur ces sujets-là. Mais vous comprenez bien que là, c'est un domaine un petit peu compliqué, hein. Donc, nous, on ne travaille pas pour l'instant sur l'uranium, mais oui, effectivement, ça existe. Oui, après, je sais pas si Catherine, tu veux rajouter quelque chose, parce que tu as des collègues au CEA qui bossent dessus normalement. Oui, alors en fait, il y a des microalgues qui accumulent En l'uranium, plus. dont une qui a été isolée d'ailleurs dans les déchets d'uranium chez Jacques Bourguignon, enfin voilà, à Grenoble. Et puis il y a des lentilles d'eau aussi, apparemment. Mm. Et sinon, traditionnellement, on parlait du tournesol, qui en culture hydroponique était capable d'accumuler l'uranium. Voilà. Et- Ok, Oui, on sait que merci. ça existe, mais après la mise en œuvre sur des terrains contaminés, c'est encore autre chose. Il y a toujours quand même, euh, alors on est toujours très heureux de savoir que des plantes hyperaccumulatrices peuvent exister. Justement, ce que les chercheurs regardent souvent en premier lieu, c'est la quantité de métal que la plante est capable d'accumuler. Après, si on veut faire de la valorisation, eh bien, il faut multiplier cette concentration par la masse de biomasse, hein, évidemment, hein, pour obtenir des kilos ou des tonnes d'éléments cibles. Et disons que ce n'est pas parce qu'une plante existe et qu'elle est identifiée qu'elle est forcément cultivable et à grande échelle, hein. Il y a tout un cheminement, tout un travail pour arriver à cela. Mais déjà, savoir que des plantes hyperaccumulatrices d'un certain élément existent, c'est déjà le premier pas. Oui, puis vous avez montré qu'il y a quand même pas mal de perspectives de développement, hein, donc Oui, oui, tout à fait, c'est oui. déjà bien. Il y a une question d'ailleurs en lien avec justement les perspectives de Oui, oui, oui. développement au niveau industriel, hein. Donc c'est Gwen qui nous dit qu'il y a une start-up Génomine qui a levé 40 millions auprès de la BPI. Alors est-ce que vous avez de votre côté d'autres infos sur le panorama industriel du domaine et les sentiments, votre sentiment sur les perspectives de développement industriel justement? Alors oui, je sais pas comment aborder Donc si vous avez vu, donc nous on travaille en très forte collaboration pour la boîte Botanickel, l'entreprise Botanickel qui est gérée par Aperam, qui est le leader français de l'acier inoxydable, hein, voilà, qui met aussi plusieurs millions d'euros chaque année sur la table pour que ça progresse. Pour vous donner un ordre de grandeur, actuellement, donc le site de base est à Lunéville, mais c'est à peu près une vingtaine de personnes et c'est à peu près 100 personnes autour du monde, hein, donc qui travaillent pour développer l'utilisation donc de cendres en pyrométallurgie. Donc là, ça commence à monter en échelle. Voilà. Par exemple, là, il y a 13 tonnes de plantes qui arrivent. Alors, sur les aspects, alors le panorama, effectivement, il y a Génomine, que l'on connaît plutôt pas trop mal, parce que je peux vous raconter l'histoire, c'est quand même Attention. voilà, on les a vus couper quelques plantes dans quelques champs expérimentaux, voilà, Tu nous as euh, montré. qui étaient pour nos expériences. Donc oui, on les connaît en fait. On a quelques photos, voilà. On C'est est pas même un donc peu en procès avec eux. voilà, parce que on les apprécie pas forcément, mais bon, ça c'est la compétition. Donc, après, voilà, ça c'est le. Ils sont alors ils sont plutôt sur l'aspect transformation génétique, si j'ai bien compris, pour avoir des hyperaccumulateurs qui, voilà, des organismes génétiquement modifiés. Donc on verra ce que ça donne. C'est pas du tout une voie qui est. Voilà, il y a des aspects sélection qui sont faits par Botanical très fort, mais par contre pas de modification génétique. Donc c'est pas la voie actuelle. Après, il y en a une autre en Albanie, je sais plus comment elle s'appelle, Metal Plant, je crois, qui existe. Alors, il y a aussi, voilà, pas mal de communication autour de ces procédés-là. Je
Voilà. s'occupe beaucoup de stockage de carbone Ouais, aussi je crois que dans Metal les Plant, c'est sols. plus du stockage de carbone, c'est un mélange entre de la valorisation, enfin du stockage des quotas carbone avec de la production de biomasse pour ça. Voilà. Après, voilà, c'est un peu le tour, c'est les trois que moi j'ai en tête actuellement, et donc deux françaises en fait, hein. Donc ça, c'est pas mal. Après, oui, il y a tous les travaux qui ont été faits à Montpellier avec Claude Grison, mais pour l'instant, je n'ai pas de visibilité sur le développement industriel, en fait, actuellement. Donc, Claude Grison, elle travaillait sur ce qu'elle appelle éco-catalyseurs, donc sur des catalyseurs issus de plantes pour la chimie organique, mais voilà, je n'ai pas je ne sais pas ce que ça donne vis-à-vis du développement industriel. Ok, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on est Moi, encore une moi, minute. je Oui, veux oui, bien je... je veux Ah, bien vas-y, en allez. poser une petite. Voilà, c'était pour rebondir. Tu as déjà évoqué ça, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça frappant. Le fait que de la complexation, voilà, des espèces que vous cherchez à récupérer. Alors effectivement, pour vous, j'ai souvenir de ça, c'est un vrai problème. Quand on fait la lixiviation directe, c'est un vrai problème. On a des molécules, enfin du coup, je sais pas exactement comment les appeler, mais il y a des protéines ou en tout cas des composés qui retiennent très fortement donc ça fait vraiment écho, je trouve, au premier exposé de Catherine, parce que finalement, c'est-à-dire qu'il y a des molécules complexantes dans les plantes. Alors c'est peut-être ces fameux chélatants. C'est- Finalement, est-ce que c'est celles-là qui sont responsables Ta réponse, c'était que ces molécules-là, c'est celles qui sont responsables de l'hyperaccumulation, c'est ça? Moi, je réponds pas ça. Justement, je dis que Non. le pool est remis en jeu quand on fait l'extraction, en fait. C'est-à-dire que deux molécules qui ne se Ah voient oui. pas dans une plante, quand on va faire l'extraction, si les deux solubles, elles vont se rencontrer, en fait. Ah oui, Donc, ok. en fait, Ah, actuellement, moi, je pense aussi, enfin, on a fait pas mal d'analyses organiques dans les solutions, hein, mais on n'a pas voilà, on n'arrive pas pour l'instant à identifier très clairement parce que c'est une question de stabilité, etc. Je penche aussi des pectines ou des choses comme ça qui pourraient complexer à l'intérieur. Pour l'instant, voilà. hmm. Les travaux qui datent de 2008 avaient été effectués par Emmanuel Montargès-Pelletier et ses collègues qui, qui identifiaient l'histidine ou des complexants comme celui-ci. Mais en fait, nous, on pense qu'il y a tout un ensemble de Hmm. complexants qui effectivement ne sont pas forcément ensemble dans la plante. Euh, mais on a cherché à en faire identifier, pas à les identifier nous-mêmes, parce que ça, vraiment, ça dépasse nos compétences. Pour l'instant, on n'a pas de réponse, mais en même temps, même si on avait des réponses, quelque part, ça ne changerait pas grand-chose parce que on pense qu'il peut y avoir tout un ensemble de Hmm. composés. Et ce qui nous intéresse, nous surtout, c'est peut-être pas comment le composé s'appelle, mais c'est surtout d'arriver à décrocher le nickel. Voilà, Ah non, par bien des sûr, mais méthodes là, simples. je me posais plutôt de la perspective du développement voilà, d'extractants ou de complexants. Ah, tout à fait, Voilà. Ouais. tout à fait, Et je tout crois à que fait. Catherine, alors je peux dire sa question, du coup, pour l'extraction des terres rares à partir des cendres de Délinéaris, y a-t-il des interférences avec d'autres métaux? Oui, 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 l'aluminium oui. est clairement là, tout le temps. Euh, oui, c'est l'aluminium. Après, après c'est la particularité d'être une fougère aussi. Comme c'est une fougère, on a énormément de silicium, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est l'aluminium est co-extrait. Enfin, c'est aussi celle des terres rares jusqu'à présent, elles sont aussi hyper accumulatrices d'aluminium. Et ce sont des trivalents dans tous les cas. Donc là, on a réussi à s'en sortir en commençant par une lixiviation basique qui permet de libérer l'aluminium et puis de garder les terres rares dans le résidu solide, et après une lixiviation acide qui permet de libérer les terres rares. Merci. Mais juste pour compléter, en fait, je crois que dans les plantes, il y a aussi des petites molécules comme les nicotinamines. Ah Oui, 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 et oui. ça a été aussi Voilà, identifié, sur qu'on effectivement, veille. ça, mais Mais sur les terres rares et les plantes, on ne connaît pas encore beaucoup de choses, vraiment. Je- Mhm. Et d'une façon générale, en fait, il y a pas, je crois qu'il y a une protéine qui a été identifiée dans un eucaryote, mais
c'est le début en fait. Et c'est très Mm. compliqué d'aller identifier le lantanoprotéome, c'est-à-dire les interactions qui sont faites in vivo parce qu'on les perd enfin, elles sont C'est facilement ça. perdues quand on analyse ensuite le contenu protéique Mm, mm. in vitro, quoi. Oui, tout à fait. Ce que j'ai montré, alors ce n'est pas du tout la même chose, mais sur la visualisation à l'aide du synchrotron, ça veut dire qu'il faut travailler sur des tissus vivants. Ça veut dire que les collègues qui font des enquêtes botaniques, ils vont au milieu de la jungle avec des dispositifs Congelé, ouais. congelés, oui, pour arriver à transporter le tissu de la plante comme ça jusqu'au synchrotron. Donc, c'est pas rien hein, de faire ça. Ce ne sont pas des études faciles. Et puis les plantes à terre rare, nous, donc avec lesquelles on a eu la chance de pouvoir travailler, c'est parce que nos travaux se situent dans le cadre d'un laboratoire international associé donc de l'INRAE qui est avec la Chine, hein, avec l'université Sun Yat-sen de Canton. Et on a eu accès à des mines de terres rares en Chine du Sud. Et ce sont des mines de terres rares pour lesquelles les porteurs sont des argiles. Donc, c'est juste de l'échange d'ions, quoi. C'est de la lixiviation. Donc, c'est pas partout, hein. Les autres mines de terres rares, ça ne se passe pas nécessairement comme ça. Donc, pour aller jusqu'à ces plantes, là, vous voyez, c'est quand même pas trivial non plus, hein. Alors, on a aussi des collègues au LIEC à Nancy hein, qui font des cultures de fougères avec des milieux dopés en terre rare. Donc, les travaux se poursuivent. Mais voilà, pour l'instant, on peut vous dire là-dessus.